liberté, la justice. Combien d'hommes, femmes, enfants sont morts au nom d'elle? De plus, si ces idées sont dures à gagner, elles sont encore plus dures à conserver. Les luttes, dans ce sens, sont nombreuses à travers les âges et si elles sont toutes différentes et que chacune a son identité propre, on peut néanmoins se mettre d'accord sur un élément essentiel, un élément commun à toutes ces luttes, une figure, un visage, un symbole qui s'imposera naturellement comme par instinct dans le cœur des hommes et qui aura pour rôle de fédérer, rassembler et fortifier les cœurs. Elle peut prendre tantôt la forme d'un tableau, tantôt d'une personnalité, et parfois, elle peut prendre la forme d'un jeune pirate fictif, un pirate affublé d'un chapeau de paille et d'un rire communicatif. Les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. C'est important de le dire, c'est pas facile pour les policiers. Une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. I mean, it's considered about the worst country in the world, right? They have no military, they have no nothing, they have no parliament. They kill each other all the time. Vous avez vu contre qui on se bat? Des hommes devenus animaux. Salutations bande de pirates en caoutchouc et bienvenue dans Geeko Spirit, l'émission qui te prouve que la culture geek c'est pas que pour les gosses, c'est aussi et surtout pour ceux qui veulent réfléchir. Et pour cet épisode, on va analyser une des œuvres les plus influentes dans le monde, depuis quasi 30 ans maintenant. Le manga que tu peux pas commencer aujourd'hui, à moins d'être bloqué dans ton lit pour au moins 6 mois minimum, ou de pas avoir de vie, ce qui peut arriver. Aujourd'hui, on parle de One Piece, et fais péter l'intro. Et dans cet épisode, on va s'intéresser à l'une des scènes les plus iconiques de l'œuvre, celle que vous avez vue en préambule parce que, selon moi, elle cristallise bien toutes les raisons qui font que, aujourd'hui, partout dans le monde, on voit ce genre de pavillon pousser. Se faisant, de fait, l'écho d'une masse qui crie et qui saigne pour sa liberté. Mais d'abord on va présenter l'œuvre, et d'autant plus celle-là parce que, mine de rien, paradoxalement au fait que c'est le manga le plus lucratif et le plus populaire, j'en connais pas mal qui le mettent de côté, soit parce que c'est trop long, soit parce que le style visuel un peu cartoonesque les chauffe pas trop, ce qui était mon cas d'ailleurs. J'ai rattrapé l'œuvre assez tardivement, avec plus de 700 épisodes de retard quand j'ai commencé, et force est de constater que j'ai pas été déçu. Le pitch de base est plutôt simple, mais loin d'être simpliste.
Dans ce manga donc de l'auteur Eiichiro Oda, paru pour la première fois dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump le 22 juillet 1997, et toujours en cours de parution aujourd'hui, on suit les aventures d'un jeune pirate au pouvoir d'élasticité, Monkey D. Luffy, dans un univers fictif où la piraterie vit son âge d'or depuis que le roi des pirates, Gold G. Roger, a avoué sur l'échafaud, avant de mourir quelques années avant le début de l'intrigue, avoir trouvé et caché le trésor le plus fabuleux du monde, le One Piece. Et oui, le One Piece, c'est ça. Luffy s'est ainsi donné comme objectif de se constituer un équipage pour aller le chercher et devenir de fait le nouveau roi des pirates. Sur sa route, il tombera sur pas mal d'obstacles, comme de nombreux pirates partageant le même rêve ou les dirigeants de ce monde, le gouvernement mondial, notamment à travers son bras armé, la marine. Alors, si c'était que ça, tu te dirais bon, c'est qu'un manga comme un autre. Je vois pas tellement aujourd'hui pourquoi il est repris par tellement de mouvements contestataires, que ce soit à travers le Jolly Roger de Luffy ou les nombreux mèmes sur les dragons célestes dans les internets, qu'on traitera plus en profondeur plus tard dans la vidéo. Le truc c'est que sous couvert d'un premier degré de lecture assez léger, avec des personnages hauts en couleur, un humour plus qu'efficace et des combats bien stylés, faut le reconnaître, le manga n'hésite pas à cultiver des thématiques beaucoup plus sombres et malheureusement contemporaines, comme la discrimination systémique par exemple, à travers les hommes-poissons, les régimes autoritaires aussi, ou encore la manipulation de l'histoire, en l'occurrence dans l'œuvre, par le gouvernement mondial pour mieux légitimer leur idéologie et préserver leurs privilèges. Ce lien entre les systèmes dirigeants et l'histoire qu'on veut bien nous raconter est d'ailleurs assez prégnant au final, que ce soit à travers les révélations sur ces manipulations disséminées de manière plus ou moins sporadique tout au long de l'œuvre, pour tenir en haleine le lecteur, bien sûr, mais aussi la philosophie des différents protagonistes ou antagonistes par rapport à cette mainmise du système et son opacité. En exemple, l'un des discours les plus iconiques d'un des antagonistes les plus iconiques. Des mots justes, simples, mais percutants, concrétisant pour beaucoup de jeunes, et moins jeunes, pourquoi pas, un ressenti jusque-là abstrait. Cette sensation que le discours du système établi est empreint d'une vérité somme toute assez relative, et que les valeurs morales de notre époque, qu'ils aiment à dispenser, sont exactement ça, le reflet d'une époque tout autant qu'un outil, le fer d'un forgeron qui travaillerait à forger non pas le glaive de la justice, mais le glaive de sa justice. Les grands vainqueurs de ce monde ont tout à loisir de choisir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Qui seront les méchants et qui seront les grands défenseurs de la paix dans le monde. Mais, trêve d'égarement, sur une œuvre aussi prolifique, tu te doutes que des scènes masterclass comme celle que je viens de te montrer sont légion. Du coup, je te propose qu'on s'attarde sur une scène en particulier. Une scène puissante, violente, mais aussi une scène qui raconte beaucoup de choses sur les aspirations de toute une frange de l'humanité que le monde a décidé de nommer les Gen Z, ou les Gen Z, comme tu veux. Il y a autre chose d'assez frappant quand nous lisons ou regardons cette œuvre, et j'aurais même dû commencer par là, car c'est le ressenti premier qui s'immisce en nous dès les premières pages ou minutes de visionnage, c'est le sentiment de liberté. Une liberté que l'on savoure à travers les décors, l'ambiance, les aventures de l'équipage de Chapeau de Paille, mais surtout, justement, par ce même Chapeau de Paille. Le chef otaku en a déjà parlé et géré dans son sens, mais vraiment, Monkey D. Luffy, c'est un shoot de liberté en puissance. Si certains personnages personnifient des concepts, alors Luffy en est définitivement celui de la liberté, au sens le plus absolu du terme, sans entrave ni menottes. Tout ce qu'il est, tous ses choix respirent la liberté, de son rejet de toute autorité à la tolérance qu'il peut porter à tous ses contradicteurs, et ça, en dépit de la douleur qu'ils ont pu occasionner. Son rêve de devenir roi des pirates n'est pas tant motivé par le pouvoir ou la gloire
que pour la liberté que ça représente à ses yeux. Même son pouvoir, celui de l'élasticité, symbolise ce concept. Son corps est littéralement libre de toutes les limites physiques inhérentes à un corps de chair et d'os. Et à ce titre-là, où beaucoup spéculent sur l'identité de l'antagoniste final, est-ce que ce sera Barbe Noire, Shanks ou même Zoro, son bras droit, j'en ai entendu dire ça, selon moi c'est plus profond que ça, et plus limpide aussi. L'antagoniste final de l'œuvre sera de toute façon, d'une certaine manière, lié à ce qu'il a toujours été, ni plus ni moins que la figure d'autorité en général, représentée de bien des manières au fil des 113 tomes que comporte l'œuvre actuellement. Il représente l'essentiel de ce qui constitue un obstacle à son désir de liberté pour lui et ceux qu'il côtoie. Et l'antagoniste principal, en ce moment, en ce sens, c'est bien le gouvernement mondial qui voit Luffy et son équipage d'un mauvais œil en premier lieu, car ce sont des pirates, donc des réfractaires à l'autorité, mais aussi du fait de Nico Robin, l'historienne de l'équipage. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est pas pour rien que de tout l'équipage, la personne qui soit le plus connectée avec la grande histoire de One Piece, l'histoire avec un grand H, soit l'historienne du groupe. Trop curieuse sur les événements du siècle oublié. Tout un pan de l'histoire purement volatilisé à la volonté des grands doyens qui siègent tout en haut de la machine gouvernementale, dont personne ne sait rien d'ailleurs, pas même le lecteur. Mais donc, revenons sur la scène en question que je voulais vous présenter. Les chapeaux de paille sont amenés à faire équipe avec deux personnages, Camille et Octo, issus d'une communauté ostracisée, discriminée, et qui vont les aider à rejoindre l'île d'où ils sont originaires, celle des hommes-poissons. En chemin, ils doivent cependant faire escale sur l'archipel Sabaody, où Camille se fait capturer par un marchand d'esclaves, où elle fera l'objet d'une vente aux enchères, puis finalement vendue à l'endroit d'un des dragons célestes évoqués plus tôt. Les dragons célestes étant un peuple se croyant supérieur par nature, au point de porter un scaphandre, pour ne pas respirer le même air que le bas peuple. Et donc, tout ça déplaira à Luffy, tu t'en doutes bien, qui décidera de mettre son grain de sel, et après quelques péripéties, Octo se fera tirer dessus par ce même dragon céleste, avec pour seul crime sa nature d'homme-poisson. Et de là s'ensuivra la scène iconique vue en préambule de la vidéo. Et cette patate-là, elle résonne encore dans le cœur de nombreux fans, pas simplement pour la musique épique, la réalisation aux petits oignons, ou la performance de Mayumi Tanaka, qui joue Krillin aussi d'ailleurs dans Dragon Ball. Voilà, il n'y a aucun rapport, mais c'était juste pour placer Dragon Ball. Bref, cette scène marche surtout car elle résume de manière jouissive toute l'essence du manga et de son héros. La liberté à tout prix, sans concession et sans égard vis-à-vis des puissants. La liberté d'être ce que l'on est et le droit d'exister. Luffy est certes énervé de voir son ami se faire blesser, mais il enrage quant à l'injustice qu'elle traduit. À ce moment-là, il prend conscience que dans ce monde, le monde des dragons célestes, et par extension celui du gouvernement mondial qui les protège, son ami ne sera jamais totalement libre, car il n'a pas les bons gènes, car il n'entre pas dans le narratif du système dominant. Et force est de constater que la jeunesse biberonnée au manga, de tout part dans le monde, quoi qu'ait pu en dire des personnalités comme Ségolène Royal à l'époque ou Éric Zemmour, sont quand même assez doctes pour avoir vu des parallèles qui s'imposaient à eux. Alors, de l'auteur du manga, Eiichiro Oda, on sait pas grand chose, tout au plus que c'est un fan d'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, et de son mentor, il singera un peu son penchant pour l'ascétisme. Alors le mot est peut-être un peu exagéré, il n'est pas au niveau de Toriyama, mais en soi c'est une personnalité assez discrète, à l'opposé du Star System, et même quand on le voit, lors d'événements promotionnels par exemple, on le voit pas vraiment, il met une petite tête de poisson là. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent c'est plus facile de comprendre une œuvre par le prisme idéologique de son auteur, et de ses déclarations donc, mais là on n'a pas grand chose, si ce n'est cette photo là. Une des rares photos de son atelier, sur laquelle on peut voir une photo du Che, Ernesto Che Guevara, symbole de la figure révolutionnaire et de l'anti-impérialisme américain, qui préconisait les armes pour lutter contre le néocolonialisme de ces derniers et libérer le peuple cubain. Et pas que d'ailleurs, car cet amoureux de l'idéal révolutionnaire partira souffler le vent de la révolution dans d'autres pays, à savoir le Congo et la Bolivie. D'ailleurs, sans Che Guevara, pas de Castro, et sans Castro, pas de Scarface, donc rien que pour ça, merci Che Guevara. Et au final, c'est assez raccord avec One Piece. Alors, Luffy, on est d'accord, il n'a pas pour ambition de sauver un peuple en particulier. Il en sauve tout au long de l'œuvre quand il le rencontre. Mais c'est pas son moteur.
il débarque sur une île, il voit que c'est la merde, et il essaie d'aider. Par contre, on l'a dit, la liberté, il aime ça, et souvent, c'est avec ses poings qu'il l'impose. Luffy, c'est pas un grand diplomate, on n'est pas dans Naruto. Il va pas sortir une rhétorique ultra pertinente pour régler un différend idéologique avec son adversaire. Là où Naruto défonce son adversaire pour le neutraliser dans le but de pouvoir lui réciter toute une thèse remplie d'humanisme et d'émotion pour finalement le ramener dans le droit chemin, Luffy, lui, il défonce son adversaire. Et c'est tout. Et attention, je suis pas dupe, j'ai beau parler du Tché et donc par extension de l'anticapitalisme, mais il n'y a pas de doute au fait que One Piece, le produit, s'est fait dévorer depuis moult lunes par la machine capitaliste occidentale à travers son merchandising et ses adaptations, etc. Mais One Piece, l'œuvre, au bout de 29 ans de publication, n'a jamais perdu son message contestataire et pro-liberté. Et le fait que Oda chapeaute minutieusement tout ce qui est lié de près ou de loin à son bébé, c'est pas étranger à ça. Ne serait-ce qu'avec l'extrait qu'on a vu un peu plus tôt. On se rend compte, les hommes poissons sont une allégorie de toutes les minorités ethniques ou religieuses subissant une discrimination systémique. Et si Internet n'a cessé de comparer les dragons célestes aux propagandistes pro-sionistes, ce n'est pas de l'antisémitisme primaire comme j'ai pu le lire ça et là. Bien que ça doit exister, j'en doute pas. Mais parce que le parallèle est glaçant. D'un côté, on a un peuple qui se croit par nature au-dessus des autres, privilégiés de par leur ascendance, n'hésitant pas à utiliser la manipulation des médias, la post-vérité et la diabolisation de leurs contradicteurs pour légitimer leurs atrocités, que sont entre autres la colonisation, l'esclavage ou même le V, et tout ça avec la bénédiction des dirigeants en place, et de l'autre côté, on a peu ou prou la même chose. Et je doute que ce soit totalement fortuit de la part de Oda, surtout quand tu dessines tes planches avec une photo du Tché au-dessus de toi. Et de la même manière, on peut comprendre qu'une jeunesse biberonnée depuis toute petite aux aventures d'un équipage de pirates qui, au gré des îles où ils accostent, n'a de cesse de libérer les peuples opprimés, se ranger du côté des résistants ou de motiver par leurs idéaux un soulèvement populaire, puisse se rendre compte à un moment donné, déjà que les antagonistes de l'œuvre sont pas si différents de leurs dirigeants dans la vraie vie véritable, ensuite que la liberté n'est pas une douceur réservée à une oligarchie, et enfin, et c'est tout le propos de l'œuvre, que cette liberté, elle se gagne, souvent en prenant les armes, par le sang, la souffrance, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue narutoesque. On part du principe que ça sert à rien. Et si tant est qu'on arrive au bout du chemin, ça ne veut même pas dire pour autant que le voyage est fini. Au contraire, car comme dirait un célèbre écrivain, il est plus facile de conquérir la liberté que de la conserver. Ainsi, de la même manière que Luffy a su motiver le peuple d'Alabasta, de Wano ou de Dressrosa à regagner leur liberté, il a également motivé la jeunesse du Népal, d'Indonésie, de Palestine et même la jeunesse de France à se faire entendre. Et c'est allé loin, vu qu'au Népal, ils sont allés jusqu'à éjecter le gouvernement en place, à grands coups de lynchage, et qu'en Indonésie, le Jolly Roger de Luffy a tout simplement été interdit. Bon, après, pas de soucis pour la République, je prédis pas pour le gouvernement français le même destin que le Népal. Je pense qu'on n'a pas pris totalement conscience que les manifestations pacifiques, ça sert à peu près à rien. Et que la prise de la Bastille, qu'on célèbre tous les ans comme la victoire du peuple et de la démocratie face à la monarchie, ça s'est pas opéré avec quelques chants de manif et une petite marche tranquillou sur un jour de congé. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Toujours est-il que, en mon sens, et pour ceux qui suivent le manga, vous me direz ce que vous en pensez, mais si ce pavillon flotte un peu partout dans la jeunesse contestataire et révolutionnaire, c'est parce que, tout simplement, la nature a la horreur du vide, et toute noble cause a besoin d'un visage pour en personnifier la détermination, l'incarnation d'une jeunesse, muselée en l'occurrence, qui ne demande qu'à rugir. Et si pour les jeunesses d'alors, des œuvres qui remplissaient ce rôle pouvaient être Les Misérables de Victor Hugo, ou plus récemment V pour Vendetta de Frank Miller, très bonne BD par ailleurs que je vous recommande fortement, il semblerait que ce soit maintenant un pirate au sourire plus que communicatif qui joue dorénavant ce rôle, avec plus d'extravagance, certes, plus de techniques farfelues, mais la même idée, que loi n'est pas justice et que sécurité ne vaudra jamais liberté. Merci de m'avoir écouté, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner,
à placer un petit j'aime des familles si t'as kiffé, et surtout à commenter pour me dire, déjà pour le public de One Piece, si mes propos ont du sens, et au-delà de ça, quelle partie de l'œuvre vous touche le plus? Parce que One Piece, mine de rien, ça brasse pas mal de sujets. Pour tout vous dire, même à la base, je voulais parler de Senior Pink plutôt. Et les vrais sauront pourquoi. Mais finalement, vu le contexte trouble dans lequel on se situe, mon regard s'est plus porté sur cette patate de Luffy. Cet exutoire pour tous les amoureux de la liberté et les anti-colonialistes. Et puis pour les profanes, je vous laisse me dire si cette vidéo vous a donné envie de vous intéresser à l'œuvre. Parce que je pense que c'est l'une des œuvres qui mérite le plus qu'on s'y intéresse. Parce que au-delà d'être fun et bien écrite, elle participe à la construction d'une réelle conscience politique, en plus de partager des valeurs profondément humanistes. Et ça, c'est cool, non? Sur ce, je vous dis Sarabada, on se revoit dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, et la paix sur vous les humains. Sorti tout droit d'East Blue, chasseur de pirates sur un dracar. All eyes on me pour le péri, je suis toujours prêt pour la bagarre. T'es déjà mort si j'ai mis le foulard. Je crois que je me suis perdu, où est-ce que je suis, mais qu'est-ce que je fous là? Bras noir, plein d'acquis, El Rookie, tu parles à qui? J'arrive en drague, on vert kaki, barbe noire, j'appelle Blacky. Rob Lucci, je vais te faire bouffer ton pillard. Je suis dans le zoo, Daniel Sloppy, maintenant je dois frapper des girafes. J'ai la promesse de Kouina, respectée. Et si jamais